Aujourd'hui, je réalise un rêve de fan de Star Trek. Pas un rêve de cinéma, mais de série. Parce que pour moi, Star Trek The Next Generation, c'est plus qu'un show que tu regardes à la télé, c'est un rendez-vous. Avec un équipage, une passerelle, un capitaine et une vision du futur qui m'a marqué à vie. Picard, Riker, Data, Worf, Geordi, Troy, c'est une famille de fiction qui m'a appris autant que les profs dans ma vie. La curiosité, la diplomatie, la logique, le courage, le respect des autres civilisations. Et cette idée géniale qu'on peut résoudre des conflits avec l'intelligence et la discussion, pas juste avec des phaseurs. À chaque épisode, l'Enterprise D ne faisait pas que voyager dans l'espace, elle te faisait voyager dans des questions de société, d'éthique et d'humanité. Et c'est pour ça que je suis tombé amoureux de cette série étant petit. Aujourd'hui, j'ai envie de lui rendre hommage avec des briques. On va construire ensemble ce set Lego inspiré de Star Trek The Next Generation, le décortiquer, le tester, voir s'il est à la hauteur de sa légende. Est-ce qu'il capture vraiment la magie de la passerelle? Est-ce qu'on retrouve les petits détails que seuls les vrais fans pourront reconnaître? Installe-toi confortablement, on remet les boucliers, on part ça en mode warp et on part ensemble là où aucune brique n'est jamais allée. Alors, salut à tous, c'est Mister Brick, j'espère que tu vas bien. Et oui, on se retrouve enfin avec ma vidéo test review pour parler du set légendaire que j'attendais depuis longtemps, vous le voyez en bas de l'écran ici, de Star Trek à travers l'hommage à la série Star Trek The Next Generation, puisque Lego s'est enfin décidé à se lancer dans cette licence phare, un tout petit peu moins connue que Star Wars, on va pas se mentir, mais qui est tout aussi géniale et avec l'USS Enterprise D, le vaisseau qui est issu de la série des années 80. Et pour l'occasion, je suis en mode Capitaine Brick avec le costume de la série. Merci Amazon pour l'avoir trouvé assez rapidement. Bon, les manches sont un peu longues, mais on va faire avec en tout cas. Parce que je me suis dit, c'est l'occasion effectivement d'en profiter pour le monter ensemble avec vous et de faire une petite déclaration d'amour à cette série et aux déclinaisons des films qu'il y a eu, que j'affectionne tout particulièrement. Déjà, j'en profite pour vous montrer la boîte qui est énorme, 3600 pièces, recommandé pour les 18 ans et plus. Une magnifique coupole que vous pouvez voir avec sa base, puis ses deux réacteurs. Et bien sûr, plein de personnages emblématiques de la série. Ils ont oublié personne. Mais avant ça, on se pose 2 secondes avant d'ouvrir les sachets. Parce que c'est pas juste un vaisseau en briques tout gris monotone, c'est un morceau de Star Trek The Next Generation comme je vous l'ai dit. On est clairement sur un set qui veut parler aux fans. Un design ultra reconnaissable, des proportions qui rappellent tout de suite l'Enterprise D, des détails partout, des petites zones que tu as envie d'explorer. Et surtout, cette question qu'on va se poser ensemble, est-ce que ce set est à la hauteur de la série qui l'a inspiré? Parce que The Next Generation, c'est un peu une série sous-cotée maintenant. On parle souvent de la série classique, des légendaires Kirk et Spock, évidemment, mais cette série, c'est la relève, celle qui est arrivée à la fin des années 80, qui reprend l'héritage justement de Kirk et Spock, mais qui te propose une autre façon de voir Star Trek. Plus politique, plus philosophique, plus humaine aussi. Jean-Luc Picard, son fameux capitaine interprété par Patrick Stewart, Charles Xavier des X-Men pour les plus connaisseurs, c'est pas juste le capitaine de plus, pas du tout. C'est un mentor. L'Enterprise D, c'est pas non plus un vaisseau classique, c'est une sorte d'ambassade volante qui traverse une galaxie pour négocier, comprendre, éviter les guerres et poser des questions hyper modernes sur la technologie, l'identité, la morale. Croyez-moi, dans les années 80, ce genre de série qui pose ce genre de discours, ça courait pas les rues. Et ce qui est fou en plus, c'est que cette série-là a été tellement forte qu'elle a ensuite donné naissance à plusieurs films au cinéma. Génération, avec le fameux passage de flambeau entre Kirk et Picard, First Contact, mon préféré, Insurrection, Nemesis. Bref, The Next Generation a quitté la télé pour passer sur grand écran. Il y a eu même 3 nouvelles saisons qui s'appellent juste Picard, qui ont été diffusées sur Prime Video tout récemment. Bon, un peu plus discuté on va dire en termes de qualité, mais au moins ça faisait plaisir de tous les revoir. Un vrai hommage à la série de l'époque. Et ça, c'est la preuve justement que cet équipage a vraiment marqué la pop culture. Du coup, ce set Lego, il arrive avec un énorme bagage derrière lui. Il doit parler aux gens qui ont grandi avec Picard, Data, Worf, Geordi, mais aussi aux nouveaux fans qui découvrent l'univers aujourd'hui. Et je vais pas te mentir, comme la série classique, tu peux retrouver tous les épisodes, je crois, sur Prime Video si ma mémoire est bonne. Mais la série a un petit peu vieilli. Évidemment, les effets spéciaux sont un petit peu vieillots, mais en tout cas, les thématiques, franchement, le scénario, c'est des épisodes à chaque fois de 40 minutes, 24 épisodes par saison environ, pendant 7 saisons. Ça reste quand même très très fort. Donc si t'as envie de tester, et si t'as un tout petit peu ouvert d'esprit, que ça te dérange pas de regarder une série d'époque un peu moins moderne dans sa réalisation, on va dire ses effets spéciaux, je te la recommande très chaudement. Donc du coup, dans cette vidéo,
On va tester comme des Trekkies exigeants. Est-ce que le design respecte l'esprit de la série? Est-ce qu'il y a des clins d'œil que seuls les fans reconnaîtront? Est-ce que c'est un set kiffant à construire ou juste un bel objet à exposer? Il est temps donc d'ouvrir les sachets, de faire le petit unboxing maison pour vous montrer l'intérieur et on va voir brique après brique si ce set mérite sa place sur la passerelle de l'Enterprise D. Alors déjà, comme vous le voyez, c'est une boîte hyper massive avec énormément de sachets à l'intérieur. Elle fait partie de cette nouvelle politique de Lego d'avoir des boîtes un peu plus éco-responsables, donc un peu plus maniables, avec des sachets, on va dire, éco-recyclables. Donc je pense que dans le temps, malheureusement, cette boîte ne tiendra pas vraiment. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Énormément de sachets donc, avec 2 livrets, quelques stickers, mais pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Les livrets à l'intérieur, comme d'habitude, avec quelques petites notes de Lego sur la série, l'envie des designers, quel a été un petit peu leur leitmotiv, une présentation des personnages. Et ensuite, comme d'habitude chez Lego, les consignes de construction qui sont très simples. Et donc on va attaquer déjà avec les 3 premiers sachets. Le premier tout simplement, c'est la fameuse barre qui servira à exposer, vous voyez le petit Lego Star Trek Génération. Ici je vous ferai des gros plans avec le premier personnage qu'on montre qui est le Dr Crusher. Ce qui est génial, c'est que derrière ce personnage, il y a une actrice avec une histoire de ouf, Get McFadden. Avant d'être le médecin de l'Enterprise D, elle bossait avec Jim Henson sur les films de marionnettes. Elle était directrice de la chorégraphie des mouvements de marionnettes sur des films comme Labyrinthe avec David Bowie et The Muppets Takes Manhattans, où elle est créditée sous son vrai nom, Cheryl McFadden. Et ce qui est plutôt cool, c'est qu'elle a pu ramener ce côté danse, mouvement dans Star Trek. C'est elle qui a chorégraphié la scène où Data apprend à danser dans l'épisode Data's Day. Du coup, quand tu vois cette mini-figurine du Dr Crusher, tu te dis que derrière, il y a non seulement le médecin du vaisseau, mais aussi le personnage qui faisait bouger les gobelins dans le labyrinthe et qui a appris à Data à comment danser. Mais au début, c'était pas forcément super bien parti, puisque elle a dû quitter la série à partir de la 2e saison, considérant que les producteurs, pour eux, étaient pas forcément un personnage hyper intéressant. Mais les fans se sont tellement insurgés qu'elle est revenue à la saison 3. Et oui, un vrai personnage hyper intéressant, relié à d'autres, et bien sûr, futur crush du capitaine Picard. C'est parti pour le sachet 3. Des sachets avec des mini sachets à l'intérieur. Maintenant, ils les mettent comme ça. Quelques briques rouges, je me demande à quoi ça va servir. Allez, let's go, c'est parti pour le sachet 3. Et voilà, deuxième personnage, on a Will Wheaton, en espérant qu'il y ait le point. L'acteur qui joue Wesley Crusher, le fils de Beverly Crusher, le médecin avec sa petite machine là, ici. Fait très amusant, je sais pas si vous le saviez, mais Wesley, ce personnage, c'est littéralement le fils spirituel de Gene Roddenberry, le créateur de Star Trek. En effet, il s'appelle en vrai Eugene Wesley Roddenberry, et il a expliqué qu'il avait mis beaucoup de lui-même ado dans ce personnage, au point de lui donner son propre deuxième prénom. En gros, le personnage de Wesley, c'est Gene Roddenberry à 17 ans. Le petit génie idéaliste, un peu trop brillant, qui voit des solutions que même des adultes ne voient pas. Et même derrière cette mini-figurine, t'as une histoire de famille qui est plutôt assez cool. L'acteur Will Wheaton, que vous avez peut-être découvert plus récemment dans The Big Bang Theory, qui joue son propre rôle d'ailleurs, il a tourné dans la série avec son propre frère et sa propre sœur. Ils apparaissent tous les deux comme enfants non crédités dans l'épisode When the Boat Break. On a littéralement la fratrie Wheaton à bord de l'Enterprise D. Du coup, cette petite mini-figurine, c'est à la fois le mini-avatar du créateur de Star Trek et un clin d'œil à la famille de l'acteur qui a grandi sur le pont de l'Enterprise. À l'époque, c'était plutôt smart de faire ça. Il n'y avait pas vraiment d'acteurs enfants dans les séries classiques. Et en ajoutant un enfant qui était, on va dire, un petit padawan sur la passerelle, si je puis dire, bah c'était aussi une façon très maligne de rajeunir l'audience. Il y a aussi le personnage de Data qui a servi à ça, on en parlera plus tard. Mais en tout cas, que les enfants puissent se projeter à travers ce personnage, certes qui était ultra brillant, qui avait un peu la grosse tête, mais qui permettait un petit peu de redescendre sur Terre les adultes. Alors, son acteur à l'époque, qui était un jeune enfant, effectivement, Hollywood, c'est pas facile quand on est jeune, on le sait, avait pris un peu la grosse tête au bout de quelques saisons et a décidé en finale qu'il voulait partir parce qu'il pensait pouvoir vivre de ses propres ailes. Malheureusement, sa carrière s'est pas passée comme prévu à l'époque et il a très vite regretté de partir un tout petit peu fâché de la série. On l'a pu le revoir dans Star Trek Insurrection sur le plan final où on le revoit en clin d'œil et aussi dans la nouvelle série Picard à la fin de la saison 2 si ma mémoire est bonne. Bon, effectivement, rien à voir, j'avais rien compris puisque j'ai fini la partie et regardez, je le regardais comme ça, mais en fait pas du tout. C'est pas comme ça qu'il faut le faire, il fallait juste faire toc. Et oui, c'est comme ça. Là, je pense que vous comprenez un peu mieux la forme. Je vous montre.
parce que tout simplement ici c'est la structure de base où la coupole va se poser, et là effectivement c'est la fameuse arche pour aller mettre les nacelles après juste ici. Donc ça c'est la première moitié. J'imagine qu'effectivement les sachets suivants ça va être exactement l'autre moitié. On va tester ça tout de suite. Effectivement, saut dans le temps, regardez, c'est exactement la même partie mais de l'autre côté. Toujours pareil, la petite ici et la petite partie qui se bouge, etc. Je pense que c'est pour aller après retirer la coupole. Plutôt excellent, avec par contre ici des crochets qu'on va pouvoir actionner ensemble. On va le faire en même temps, hein, c'est parti. Alors, le but, ça va pas être trop brusque pour après fusionner les parties. Et voilà, regardez, ça commence déjà à prendre forme. Alors, je vous montre tous les niveaux. L'arrière, les nacelles seront ici, la coupole sera là. Le côté, hop, hop. Et l'avant, regardez, si je le mets comme ça. Et l'arrière, vous pouvez voir comment il est composé. Hein. Il reste encore tout à faire, je pense, ici, là. Je suis pas sûr que... moi, j'espère que ça va pas rester comme ça. J'avais un peu peur que ça soit un petit peu rébarbatif, mais au final, la construction change un tout petit peu au début pour la partie de droite, et après, ça revient sur la même chose. Mais c'est plutôt, pour l'instant, assez agréable. J'avais un peu peur que ce soit très rébarbatif et très chiant. Et c'est plutôt assez fluide et ça va plutôt assez vite. Regardez, on est déjà sur une assez grosse partie, et apparemment, j'en suis à peine à la moitié du flanc. Voilà. Et ben, on va continuer la suite. D'ailleurs, je serais curieux de savoir du coup comment vous avez découvert la série, si vous la connaissez. Moi c'était quand j'étais tout petit, j'ai eu la chance que mon père avait le droit au satellite, il avait installé sa parabole, et oui à l'époque il fallait avoir une installation de Mabouche chez toi pour avoir plus de chaînes de télé que les chaînes habituelles, TF1, M6 et compagnie. Et du coup on avait la chaîne qui s'appelle Canal Jimmy, cette fameuse chaîne qui a diffusé l'intégralité de toutes les séries Star Trek jusqu'à Enterprise, qui était trop cool. Du coup je me suis fait un tunnel pendant des années de ces séries avec Génération, Deep Space Nine, Voyager, puis Enterprise, des trucs incroyables. Mais on parlera pas de ces autres séries là. Et c'était le petit rendez-vous du mercredi, si ma mémoire est bonne, d'ailleurs, où on avait à chaque fois 2 épisodes, ce qui était incroyable. Et puis après, il y a eu forcément les films que j'ai découverts au cinéma à l'époque. Ouais, celui-là, il va être plus court. Je pense qu'on va faire le réacteur au vu de ces pièces-là. Et voilà, regardez, le petit numéro 1 qui est ici. William T. Riker avec son petit accessoire, je vous mettrai, ferai des gros plans évidemment, son saxophone puisqu'il joue de la musique dans la série. Impossible de passer à côté de William T. Riker, le fameux numéro 1 de Picard. Le seul personnage de la série d'ailleurs qui fait référence à un des anciens puisqu'il est très très proche d'un point de vue moral et de plein de choses de Kirk dans sa façon d'être. D'ailleurs même dans la série il est même comparé à lui. Déjà petit fun fact, la barbe de Riker est devenue un mème à elle toute seule. Jonathan Frakes, l'acteur, a laissé pousser sa barbe entre la saison 1 et la saison 2 parce qu'il en avait marre de se raser. Quand il revient sur le tournage, Gene Roddenberry adore et lui dit en gros on garde, ça fait plus nautique. Résultat, les fans ont tellement associé Riker avec barbe au moment où la série devient vraiment géniale qu'on a inventé l'expression to grow the beard pour dire une série qui devient enfin incroyable à partir d'un moment donné. Et ce n'est pas tout. Jonathan Frakes, en plus de jouer Riker, c'est aussi un vrai musicien, tromboniste depuis l'enfance et un réalisateur ultra important pour Star Trek. Il a réalisé plusieurs épisodes de The Next Generation et même des films comme First Contact, mais même d'autres épisodes d'autres séries comme Deep Space Nine et Voyager. Alors, et oui, effectivement, j'ai pu installer, regardez, la petite... J'avais pas que ce soit du stickers, mais en fait pas du tout, c'est imprimé, donc ça c'est plutôt cool. Le petit réacteur qui est ici, qu'on voit ici, qui s'allume pour passer en mode warp. Ce qui me fait penser, ça serait hyper cool, mais ça donne trop envie de mettre des lumières dedans hein, pour que ça fasse du bleu. Ça serait incroyable. Mais le prochain sachet, c'est le socle. Vous savez, le truc noir qui va servir à poser ça. Donc je pense que ça va être un tout petit peu chiant. Je vais faire un petit épée comme ça pour passer direct et vous montrer le résultat. Parce que bon, c'est que des pièces noires, c'est pas hyper cool, mais bon, faut bien le faire pour effectivement pouvoir le poser après. Et forcément, qui dit nacelle de distorsion dit le responsable des machineries, qui est d'autre que Geordi Laforge. Ce petit personnage que je vais mettre ici, qui est d'ailleurs le meilleur ami de Data au fil des années, et ça c'est plutôt cool. Et surtout qu'il a une particularité, c'est qu'il est aveugle, et donc il a une espèce de viseur qui lui permet de voir, on va dire, des formes, ce qui est plutôt original. Un bon moyen de mettre en avant les gens en situation de handicap, même si l'acteur n'y était pas du tout, à des hauts postes de responsabilité, et notamment le plus important dans l'Enterprise, le responsable des machines. Derrière Geordi, il y a l'acteur LeVar Burton, un acteur qui était déjà une vraie star avant Star Trek. Il avait explosé dans la mini-série Roots dans les années 70, et pour toute une génération d'enfants américains. C'était surtout le présentateur de l'émission éducative Reading Rainbow, qui donnait envie aux gamins de lire des livres plutôt que de rester scotchés à la télé. Et ce qui est génial, c'est que dans The Next Generation, on
on lui colle ce visor, donc un appareil qui lui permet de voir les spectres que les humains ne voient pas, alors que le personnage est aveugle. LeVar Burton a souvent raconté à quel point c'était galère à porter. Il voyait quasiment rien à travers. Il avait des migraines et il devait jouer en se fiant presque uniquement aux repères du décor et des autres acteurs. Et ouais, à l'époque, c'était pas très cool. Bon alors, le fameux pied. Comme c'était prévu, sans surprise, voilà, c'est pas très beau, hein, c'est un peu moche même, on va pas se mentir. Hein. C'est c'est purement fonctionnel, pas vraiment très joli d'un point de vue design, hein, c'est noir. Tu sens qu'ils l'ont fait pour dire, écoute, on a besoin d'un pied efficace, parce qu'à mon avis, le set ultra fini avec la soucoupe doit faire son poids. Et je pense qu'il y a vraiment le souci de pas que ça se casse la gueule avec le temps. Donc je pense que c'est pour ça ils ont plutôt opté pour la sécurité. Bon, ça fait vraiment, voilà, les briques comme ça à nu. Pas vraiment intéressant à monter, hein, c'est, voilà, mais bon, faut bien le faire. Hein, donc. Alors évidemment, on va essayer de le monter, hein, avec ça, pour voir comment ça rend. Hop, là, 2 espaces de fente pour rentrer effectivement le pied. On va voir comment ça se comporte. Ça se met comme ça. Bah, ça se met très bien, hein. Regardez. Et voilà. Alors, pas de... Il me reste à terminer le set, hein, pour voir comment ça rend, mais vous voyez, ça reste fixe, hein. Ça a l'air d'être bien solide. Bon, par contre, on peut pas le faire tourner, c'est-à-dire qu'il va être penché forcément comme ça. Mais tu peux pas le bouger par rapport au pied en mode le mettre comme ça ou le mettre comme ça, c'est pas possible par rapport à comment il est construit. Alors, les nacelles, eh ben justement, regardez comment elles sont magnifiques. Elles sont là, superbes, hein. Regardez, je vous montre un peu avec le petit logo de la fédération, la lumière rouge normalement ici, les LED sur le côté pour la distorsion. Voilà, ça fait une vraie nacelle et il y en a effectivement 2 puisqu'il y en a une de chaque côté. Donc c'est à monter. Donc il me reste plus qu'à les s'ajouter. Construction assez rigolote, très agréable. Et pareil, une petite fente ici pour justement le mettre ici. J'essaie de vous remontrer. Vous voyez, je sais pas si on voit bien sur les petits clips qu'il y a de part et d'autre. Eh ben on va essayer de le faire tout de suite. Hein, pour voir si ça monte bien. Hop, le petit clips, je sais pas si on l'a entendu, et on met le deuxième. Hop, ça se met tout seul, c'est hyper fluide. Et voilà, on a donc tout le corps du vaisseau qui est finalisé. Regardez derrière comment il est stylé. Attendez, je vais enlever le pied. Je vais enlever le pied 2 secondes pour vous montrer. Voilà. Comme ça. Comme ça. Hop, je vous le mets dans tous les sens. Putain, avec la soucoupe, par contre, il va être énorme. Je sais même pas si je vais réussir à tout vous montrer dans l'écran. Bon, bah, on attaque la soucoupe. Ça y est, la deuxième partie. Ça y est, on est dans le dur. On va attaquer la coupole avec le premier sachet numéro 16. Et regardez-moi ça. Je vous montre un petit peu. Pour l'instant, c'est une barre. Pas grand chose à dire sur le sachet numéro 16, ça s'emboîte assez vite. Voilà, donc je pense que ça va être une sorte, à mon avis, vu comment c'est parti, de diamètre pour faire après le cercle un peu comme ça, je pense, pour la structure. Bon, pas grand chose, allez, on enchaîne direct. Et là, on va se parler d'une figurine dans ce sac qui est le chouchou, je pense, de toute une génération. Sûrement le préféré et aussi le personnage qui, je pense, a réussi à rajeunir la série parce qu'il était vraiment adapté, que ce soit pour les adultes et pour les enfants. Il s'agit de Data, l'androïde. Et oui, c'est l'androïde le plus attachant de toute la galaxie. Celui qui veut devenir plus humain que la plupart des humains. Son histoire est incroyable parce que c'est vraiment l'androïde qui est à la recherche de son humanité et qui parcourt autour de cette saison et pendant des films vraiment sa quête. Et c'est incroyable parce que ça a donné des moments hyper humoristiques puisqu'il essaye par exemple d'apprendre ce que c'est l'humour, la tristesse, la joie, les émotions. Donc ça donne des situations un peu cocasses avec d'autres personnages. Et puis c'est aussi un androïde donc qui est ultra efficace pour faire des méthodes de calcul, plein de choses, qui est très fort. Donc un peu un personnage assez cheaté mais assez drôle. On va dire que c'est assez rigolo parce que Gene Roddenberry avait utilisé Spock comme étant un personnage un peu à part, un alien qui est dénué d'émotions. Et là il rejoue un peu la même partition mais avec cette fois il l'assume totalement un androïde. Brent Spiner, l'acteur qui joue Data, n'incarne pas seulement Data dans la série, il joue aussi toute une lignée de sa famille. Son créateur, Nonieng Sung, son frère maléfique, Lore, et même d'autres membres de la descendance Sung dans l'univers Star Trek. En gros, il est son propre ancêtre, son propre frère et son propre clone. Tout ça avec des maquillages et des variations de jeu différents. Et le détail rigolo, c'est que pour Data, Spiner devait supporter des lentilles de contact jaunes et un maquillage complet, pour donner ce côté un peu synthétique à sa peau. Il a souvent dit en interview qu'il détestait ses lentilles, mais qu'elles faisaient totalement partie du personnage. Du coup, quand tu regardes cette mini-figurine de Data, tu ne vois pas juste un androïde en uniforme, tu vois un rôle beaucoup plus complexe, porté par un acteur qui a littéralement joué toute l'arbre généalogique du personnage, et qui en fait, je pense, si ce n'est le personnage, après le Capitaine Picard, le plus emblématique de la série. Et c'est pas pour rien qu'il est revenu, qu'il est même devenu le personnage principal de la saison 2 de Picard.
Et voilà, je vous montre où on en est avec la prochaine étape. Ça fait une vraie étoile, hein, à défaut de l'étoile de la mort. Donc effectivement, je vous ai pas dit tout à l'heure, mais je sais pas si vous voyez bien ici, mais ici, ça c'est une petite rêve, c'est une petite navette, parce que normalement les navettes sortent d'ici, et normalement quand ça devrait s'ouvrir, on pourra y accéder. Donc ça c'est plutôt rigolo. Pas dégueulasse. Vous voyez, plutôt sympa. Je ferai des gros plans. Il y a ici une petite plaque, pareil, USS Enterprise, qui est juste là. La petite plaque commémorative. Hop. J'espère que j'arriverai à faire le point là-dessus. Ah, on attaque du sérieux. Regardez la petite plaque NCC 1701D, la référence. Ça y est, on approche de la fin, j'espère. Et voilà, ça y est. On a le capitaine Jean-Luc Picard, le héros de la série interprété par Patrick Stewart, avec sa célèbre tasse de thé que je vais vous montrer. Du coup, que je rajoute à la bande de personnages. Ce qui est génial avec ce personnage, c'est que le personnage et l'acteur sont presque fusionnés. À la base, les producteurs cherchaient tout sauf ça. Ils ne voulaient pas d'un capitaine chauve anglais avec un gros background shakespearien. Patrick Stewart à l'époque était vu comme un inconnu acteur shakespearien britannique qui passait sa vie sur scène, pas vraiment le profil héros SF que la chaîne avait en tête. Ils lui ont même fait faire à l'époque des essais avec une perruque. Il a fait venir son toupet depuis Londres pour rassurer tout le monde, jusqu'au moment où Gene Roddenberry lui a carrément dit de l'enlever parce que ça rendait tout ridicule. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec ce capitaine chauve ultra iconique sur le fauteuil de l'Enterprise. Autre détail marrant, si tu ne savais pas, Picard est censé être français. Et oui, venir de la barre. Mais il parle avec l'accent anglais ultra classe de Patrick Stewart. Ils ont vraiment essayé au début de lui faire un accent français en anglais, sauf que ça sonnait complètement Inspecteur Clouseau. Du coup, ils ont abandonné l'idée, ils ont gardé sa voix naturelle et ils ont bricolé une explication dans le lore pour justifier qu'un français parle comme un lord britannique. Et derrière tout ça, donc, il y a Patrick Stewart, sérieux, un peu rigide au début du tournage, qui vient du théâtre classique. Il arrive sur le plateau avec sa discipline de la Royal Shakespeare Company. Il vivait littéralement avec sa valise parce qu'il était persuadé que la série n'allait pas durer. Et au tout début, il engueulait même le cast parce qu'il riait trop entre les prises. Avec le temps, il a fini par se détendre, s'attacher à l'équipe et il dit souvent que jouer Picard l'a changé comme personne. Le personnage l'a rendu plus réfléchi, plus posé et plus à l'écoute. Et pour les plus jeunes d'entre vous, sans ces séries, on n'aurait pas eu la chance d'avoir Patrick Stewart incarner le professeur Charles Xavier dans la saga des X-Men. Nouveau personnage, la conseillère Deanna Troi. Je la mets là. J'adore ce perso parce que justement sur le papier c'est juste l'empasse de service. Mi-humaine, mi-bétazoïde, qui ressent les émotions de tout le monde. Mais en vrai, c'est un peu la conscience de l'Enterprise D. C'est elle qui calme, qui recadre, qui dit à Picard « Là, tu passes à côté de ce que l'autre ressent ». Et derrière, tu as l'actrice Marina Sirtis, qui a une histoire fou avec ce rôle. À la base, elle n'était même pas censée jouer Troi. Elle avait auditionné pour un rôle de sécurité plus bourrin. Et Denise Crosby, qui finit par jouer Tasha Yar, avait au départ lu pour Deanna. Ils ont inversé les rôles au dernier moment. Et ce qui est dingue, c'est que Marina était en train de faire ses valses pour rentrer à Londres. Son visa expirait, elle n'avait plus de boulot. Et elle reçoit l'appel pour lui dire « Au fait, tu es Deanna Troi ». Si le téléphone sonnait 1 an plus tard, elle était dans l'avion. Au début, le personnage devait surtout être de la eye candy. Personnage assez cliché, très sexy, pas forcément très mis en avant niveau cerveau. On lui demande de porter des tenues civiles ultra moulantes, des décolletés improbables et même de créer un accent exotique un peu artificiel. Alors qu'elle, dans la vraie vie, elle a un accent de Londres-Est bien marqué. Et au fil des saisons, tu vois le personnage évoluer. Elle passe enfin en uniforme réglementaire de Starfleet, elle récupère son grade, va sur le pont, prend le commandement, passe examen d'officier de passerelle. Et Marina Sirtis explique souvent qu'à partir du moment où on lui a mis l'uniforme, on lui a rendu ses neurones. Le perso devient vraiment un officier à part entière, pas juste la fille en combinaison moulante mauve sur le côté. Et puis il y a tous ces petits détails qui la rendent humaine. Son addiction au chocolat, le fait qu'elle affronte ses propres traumas, ses doutes, ses échecs. On n'est pas sur une télépathe parfaite, on est sur quelqu'un qui ressent tout trop fort et qui doit quand même tenir son rôle pro. Bon, évidemment, ça a été aussi le love interest, mais au bout de pas mal de temps, de William Riker. Et le voilà, le premier Klingon de l'histoire à rejoindre l'équipage de l'Enterprise que je mets ici, qui est juste superbe et incroyable. C'est incroyable parce que cette série, justement, elle a apporté un lore incroyable sur les Klingons, alors que dans la série classique, c'était vraiment très léger, c'était vraiment les grands méchants sans trop, on va dire, de traitement. Et là, il y a eu vraiment tout un lore sur les Klingons au travers de Worf et de sa société qui est juste incroyable. Personnage d'ailleurs après qu'on a retrouvé donc dans la série Deep Space Nine en personnage principal. Ce qui est génial avec
Worf, c'est que tout est une question de dualité. Dans l'univers, c'est un Klingon élevé par des humains requis par la famille Rosenko après le massacre de Kitomer. Il a grandi dans une colonie humaine avec des parents hyper gentils, très terriens moyens. Alors que lui fantasmait l'honneur, la tradition, le côté guerrier de son peuple. Résultat, il est souvent plus Klingon que les Klingons, parce qu'il essaie en permanence d'être à la hauteur d'un idéal qu'il s'est construit dans sa tête. Et derrière ce personnage, tu as donc l'acteur Michael Dorn, qui est tout l'inverse dans la vraie vie. Le mec est hyper posé, drôle, super soft spoken, et surtout c'est un fou d'aviation. Il est pilote, il possède ou a possédé plusieurs avions, il a volé avec les Blues Angels et les Thunderbirds, et il appelle carrément un de ses jets son Starship dans la vraie vie. Le gars joue le clarier Klingon le plus intense de la franchise. Et le week-end, il part voler tranquillou dans un jet vintage. Son parcours, comme je vous l'ai dit, et dans la franchise est monstrueux. C'est un personnage qui est apparu le plus de fois dans tout Star Trek confondu. Il fait toutes les saisons de The Next Generation, donc 7. Il enchaîne sur Deep Space Nine. Il revient dans plusieurs films et même dans Picard, la série sur Prime Video. Au départ, il ne devait être qu'un perso de second plan. Et au final, il devient carrément l'un des piliers de tout le lore Klingon. Et puis après, il y a la galère du maquillage. Bah oui, parce que dans les années 80, c'est pas comme aujourd'hui. C'est pas juste on te colle une crête et c'est bon, c'est des heures de prothèses, de colle, de peinture, jour après jour. Il a tellement passé sa vie sous ce masque qu'il racontait qu'au début, ses partenaires de jeu savaient à peine à quoi il ressemblait sans le maquillage. Plus tard, dans la série Deep Space Nine, il a carrément négocié dans son contrat que le temps de maquillage soit réduit, sinon il ne revenait pas. Et franchement, vu le nombre d'années où il a porté cette armure en latex, on peut le comprendre. Sachet 30, le dernier. Avec encore un dernier personnage, mais là vous vous dites, mais qui ça peut être vu qu'on a fait tout l'équipage? Voilà, Guinan, interprété par Whoopi Goldberg. Et oui, vous saviez que cette actrice a joué dans cette série? Moi, je l'ai connue quand j'étais petit à travers Sister Act. Quand j'étais plus grand, que je l'ai découvert qu'elle jouait dans Star Trek, j'ai fait, mais quoi? Hop, regardez, juste ici. Elle est pas belle? Alors, Guinan, ce personnage, c'est la barmaid la plus mystérieuse de toute la galaxie, planquée derrière le comptoir de 10 Forward. Toujours au bon endroit, au bon moment, avec la phrase qui remet tout le monde sur les rails. Dans l'univers, Guinan, c'est une Elorienne, une race de listeners en anglais, des gens qui écoutent vraiment, qui sentent les choses différemment, qui ont une relation chelou avec le temps. C'est une survivante, son peuple a été dispersé par les Borg et elle a fini comme réfugiée à bord de l'Enterprise D derrière un bar, mais avec un niveau de sagesse qui ferait passer certains capitaines pour des ados. Et donc comme je l'ai dit, derrière ce personnage, tu as l'actrice, la grande actrice même, Whoopi Goldberg. Et là, l'histoire elle est incroyable. Whoopi est une fan de Star Trek depuis qu'elle est gamine. Elle raconte qu'un jour, petite, elle voit Uhura à la télé, jouée par Nichelle Nichols, et elle se met à hurler dans la maison: maman, viens voir, il y a une femme noire à la télé. Et c'est pas une bonne. À partir de là, elle se dit, ok, moi aussi je peux exister dans le futur. Du coup, quand elle apprend qu'il relance Star Trek avec The Next Generation, elle est déjà ultra connue, oscarisée, et elle harcèle littéralement la prod pour qu'on lui trouve un rôle. Elle passe par LeVar Burton qui joue Geordi, tout le monde croit à une blague, jusqu'au moment où elle finit par contacter directement l'équipe pour dire, je veux être dans Star Trek et je suis prête à être payée moins cher, je m'en fiche, je veux juste être dans ce futur-là. À ce moment-là, ils sont justement en train de créer un nouveau décor, le bar 10 Forward. Et plutôt que de la recaster dans un rôle existant, ils décident de créer un perso spécialement pour elle. Guinan est inspirée d'une vraie figure de la nuit new-yorkaise des années 20. Texas Guinan, une patronne de club qui accueillait les gens avec un Hello Suckers. Roddenberry reprend le nom mais transforme le concept. Au lieu d'une bosse de speakeasy, ça devient une sorte de Yoda de l'Enterprise. Une présence hyper ancienne, hyper sage qui observe tout. Et la relation entre Guinan et Picard, elle dépasse complètement le simple client barman. C'est presque une connexion hors du temps. Elle le connaît déjà d'une autre manière, sur une autre époque. Elle sait des choses que lui ne sait pas encore. Whoopi a souvent dit que Guinan, pour elle, c'est un mélange de Yoda d'elle-même et d'un dissident comme Andrei Sakharov. Quelqu'un qui porte la mémoire, qui aide les autres à ne pas perdre leur humanité. Et ce lien est tellement fort, il vient carrément l'inviter en direct dans son talk show pour lui dire « Reviens, on a besoin de Guinan dans cette histoire ». Elle re-signe et la boucle est bouclée. Tu la vois même d'ailleurs pour info dans le film Génération, le fameux film qui fait la passerelle entre Kirk et Picard, si ça t'intéresse. Voilà donc, les personnages sont finis, ils sont tous là, il ne me reste plus qu'à finaliser la soucoupe comme on dit, et je crois que le set sera terminé. Allez, le dernier sachet, on y retourne. Et voilà, la soucoupe est enfin terminée, laissez-moi vous la montrer. Attention, hop, j'essaye de faire gaffe. Voilà à quoi elle ressemble une fois terminée. Alors, je sais pas si vous voyez, bon, ça fait bien un cercle, on voit bien le cercle, mais effectivement, le relief au niveau des plaques sur le dessus n'est pas vraiment rond, ne fait pas vraiment un cercle, c'est plutôt octogonal. C'est un peu surprenant comme design, on va dire. Il y a une espèce de petit élastique qui fait le tour pour bien appuyer le côté cercle. On voit bien en revanche
ici, ça reste, ça ressort bien effectivement la fameuse l'endroit où il y a la passerelle, et on a la matriculation NC 1720. En dessous, vous voyez que je vous montre, voilà, ça donne cet effet-là en dessous. Alors, autre fait un peu étonnant, il n'y a pas, on va dire, je la mets comme ça, il n'y a pas, on va dire, les mini-fenêtres, parce que normalement, dans le design original de l'Enterprise D, on a en dessous plein de mini-fenêtres pour donner un espèce de côté vivant habitation. Et ici, ils ne l'ont pas fait. Ce qui est un peu con aussi, parce que, en vrai, pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a largement la place, il y a les courbures ici pour mettre les fenêtres, et ils auraient pu vraiment, no joke, le faire, même s'ils étaient un peu flemmards, avec des stickers. Ça aurait pu largement le faire en mettant quelques stickers par-ci par-là pour donner l'impression un peu vivant qu'il y a des petites fenêtres en dessous. C'est vrai que cette soucoupe, de toute façon, overall, elle est un peu surprenante en termes de choix de design et de ce qu'ils ont voulu faire. Je comprends, on va dire, quelques détracteurs que j'ai vus sur internet, des gros puristes qui disaient que la soucoupe était un peu décevante par rapport au corps du vaisseau, surtout qu'ils avaient vraiment la matière. C'est pas comme s'il y avait des grosses limitations techniques. Voilà, comme je me répète, comme je t'ai dit, à l'intérieur, c'est creux, il y avait de la place pour faire un mini hommage à la passerelle, ils l'ont pas fait. Ils auraient pu mettre ici des petites vignettes pour faire genre, il y a des petites fenêtres. Voilà, c'est largement. Et puis le côté octogonal, c'était pas forcément obligatoire non plus. Un peu space, mais en tout cas, elle est finalisée. Le côté rond, avec la petite bordure ici, les finitions sont par contre, elles, très bien faites, je trouve. Plutôt pas mal. Il ne me reste plus du coup qu'à la mettre et l'installer avec son corps, en espérant que je fasse pas tout casser. Donc, le corps ici, la soucoupe. Je retire la mini navette qui sert à fixer pour l'instant. Donc alors en gros, ça y est, je commence déjà à tout casser. Oh, putain, je fais n'importe quoi. Ok, donc ça se fixe comme ça. Je le tiens par la main parce que tu sens qu'en fait pour l'instant sans ça c'est pas tout à fait stable. Je rajoute ça. Wow. Hop. Ça a l'air d'être bien là. J'ai trop peur, j'y vais vraiment. Ça tient ou pas? Magie! Putain, moi qui suis vraiment maladroit. Ouais, ça a l'air de bien fonctionner. Ça a l'air d'être bien fixe. Et si je prends, je vais tenter, je tente vraiment des trucs, moi. Et si je prends le vaisseau comme ça, ah ouais, comment c'est lourd! En fait, en gros, quand tu te soulèves, tu sens que le poids est vraiment sur la soucoupe. Je comprends pourquoi ils ont mis le socle vraiment pour que ça fasse vraiment incliner comme ça, parce que je pense que ça aurait été droit, ça serait jamais tenu. C'est vraiment parce que sinon, ah la vache! Ah, ça fait son poids, hein. Regardez comment il est magnifique. Je tiens quand même la main, j'ai vraiment trop peur que je le casse pour la vidéo. Même si je suis sûr que ça vous aurait fait marrer. Hop, j'essaie de vous montrer vraiment comment il est. Pas mal, hein. Il a son style, hein. Il a son flow. Voilà. Et ben écoutez, il me reste plus... ça y est, on me voit plus. Ah, salut, ça va? Il me reste plus qu'à vous partager ma review complète. On va rentrer un peu plus en détail de mon test avec mon avis. C'est parti. Pop, pop, pop. Mais avant d'aller plus loin, n'oublie pas de laisser un petit like, un commentaire et activer la cloche si évidemment tu as aimé cette vidéo. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses de ce set Star Trek. Est-ce que c'est un set qui t'intéresse? Est-ce que tu as envie de te lancer dedans? Et bien sûr, un grand merci à ceux qui utiliseront et qui prendront le temps de prendre leur smartphone avec l'application YouTube et de laisser un petit boost sous la vidéo. Ça aide grandement et un grand merci à vous. Allez, on continue. Alors, qu'est-ce que ce set Enterprise D vaut vraiment une fois posé sur la table? On est clairement sur du gros calibre, plus de 3600 pièces, un vaisseau qui dépasse tranquillement les 60 cm de long, un énorme display stand et un prix qui tape autour des 380 € chez nous. On est dans la catégorie pièces de collection d'adultes, pas dans le petit set qu'on monte le dimanche avec les enfants. Et franchement, le premier truc qui m'a mis une claque, c'est la sélection des minifigurines. Là, pour une première incursion officielle de Lego dans Star Trek, ils n'ont pas fait semblant. On a tout le cœur de l'équipage de The Next Generation d'un coup. Picard, Riker, Data, Worf, Geordi, Beverly, Troy, Wesley, Guinan, plus Spot. Ça, pour un fan, c'est Noël. Les tenues sont vraiment belles, bien détaillées, recto verso, et chaque personnage vient avec son petit accessoire iconique. C'est typiquement le genre de line-up où tu te dis, ok, même si je ne montais pas le vaisseau, rien que les figues, je les veux dans ma collection. Côté construction, on est sur une expérience très maquette d'ingénierie. Vous l'avez compris. On commence par la section secondaire, le ventre du vaisseau avec le déflecteur, puis on enchaîne avec les grosses nacelles de warp, ensuite le stand et on termine par la pièce de résistance, la soucoupe. Tu sens que l'intérieur est conçu pour encaisser la masse du modèle. Beaucoup de techniques, de renforts, des structures qui s'imbriquent, c'est du costaud. Et une fois la bête terminée, tu peux la manipuler prudemment sans avoir l'impression qu'elle va se disloquer au moindre mouvement. La séparation de la soucoupe est d'ailleurs super bien gérée. C'est simple, logique et ça reproduit vraiment ce qu'on attend de l'Enterprise D quand il se sépare en deux. Les nacelles, c'est clairement une des parties que j'ai
j'ai préféré monter et regarder une fois fini. Il y a un vrai plaisir à voir les couches se construire. Les éléments transparents bleus et rouges se mettent en place, toute la ligne lumineuse se dessine, le résultat est très lisible. Tu vois tout de suite moteur de Warp. Ça claque bien sur le display. Ça apporte une dynamique au modèle. Oui, si on veut chipoter, j'aurais aimé quelque chose d'un chouïa plus effilé, un peu plus goutte d'eau, comme sur le modèle de tournage, mais dans l'ensemble, ça marche vraiment bien. Surtout quand le vaisseau est en légère diagonale sur son stand. Là où le set devient peut-être un peu discutable, c'est sur la soucoupe. Mais là, il y a débat. La manière dont elle est construite est assez maligne. Tu fais un gros squelette central, puis tu viens clipser les panneaux tout autour. Et tu habilles le bord avec de nouvelles grosses slopes, courbes pleines de fenêtres imprimées. Sur le papier, c'est très intelligent. Et en termes de solidité, rien à dire. En revanche, visuellement, on sent vite les limites du système. Même une fois tout habillé, tu vois encore que la base est octogonale. Dans certains angles, la soucoupe a vraiment ce look légèrement cassé en segments, au lieu de la grande ellipse hyper fluide que tu as dans The Next Generation. C'est encore plus flagrant sous la soucoupe. Au-dessus, on a quand même des petits tuyaux, quelques détails, les marquages des fenêtres. Ça rattrape un peu. Mais en dessous, c'est beaucoup plus simplifié. La zone centrale fait un peu nue, la bande de phaser circulaire n'est pas vraiment suggérée, et surtout, tu ne retrouves pas ce foisonnement de petits détails qui associe à l'Enterprise D, quand on a l'habitude de le voir en gros plan. Tu sens que Lego a fait des compromis, et si tu connais le vaisseau par cœur, tu le remarques tout de suite. Il y a aussi un point qui m'a un peu perturbé au début, les couleurs. La base gris clair, pas de problème, c'est logique. Mais Lego a ajouté par endroits des touches de dark tan, un peu de teinte plus sale, censé casser la monotonie. C'est très léger, mais autant sur un cargo ou un vaisseau fatigué, ça peut passer, autant sur un vaisseau amiral de Starfleet censé être nickel, ça donne parfois un rendu un peu bizarre. Presque tache plutôt que texture subtile. Le déflecteur à l'avant, lui, fonctionne plutôt bien à mes yeux. Le choix de ces grandes pièces translucides bleues qui viennent former le disque lumineux est assez propre, immédiatement reconnaissable et donne un focus visuel intéressant sur la section secondaire. Ça reste un peu plat quand tu te penches vraiment dessus, mais de la distance d'exposition normale. L'effet est là, et c'est ce qui compte pour un modèle de ce type. Parlons ensuite du socle. Techniquement, il fait le taf. Il tient un énorme vaisseau avec une soucoupe très lourde et des nacelles en porte-à-faux sans broncher. Tu poses ça, tu le laisses, ça ne bouge pas. Par contre, esthétiquement, on sent que la priorité a été mise sur la structure plus que sur la mise en scène. C'est assez brut, très bloc Lego, avec quelques détails, mais rien qui raconte vraiment Starfleet ou la Fédération. Pour le petit stand de mini-figurines, efficace mais très basique avec un simple logo. Pour un set à ce tarif, j'aurais adoré un socle un peu plus iconique qui participe vraiment à la dimension objet d'expo premium. Autre chose qui manque un peu et qui je trouve se sent quand on a fini, l'intérieur. À cette taille-là, tu as forcément l'espoir d'avoir au moins un clin d'œil à la passerelle, même en micro-scale ou une petite zone d'aménagement quelque part. Là, en dehors d'un hangar à navette au cul du vaisseau, qui est sympa mais très minimaliste, tu n'as pas de vraie scène d'intérieur à découvrir. C'est assumé, on est sur une pure maquette extérieure. Mais quand on connaît le cœur émotionnel que représente la passerelle dans The Next Generation, on peut pas s'empêcher de se dire un petit quelque chose en plus, ça aurait été incroyable. Comme souvent, il y a aussi la question des stickers. Quelques marquages importants sont imprimés, heureusement, mais une partie des détails passe par des autocollants avec le problème classique de teinte qui ne matche pas toujours parfaitement avec la brique en dessous. Perso, ça ne me gêne pas trop, mais on sait qu'il y a des gros puristes des stickers, alors je préfère prévenir. Reste la grande question. Est-ce que ça vaut son prix? On va pas se mentir, 380 €, c'est un énorme billet et on est clairement dans une zone où ce n'est plus une décision rationnelle de fan de Lego, c'est une décision émotionnelle de fan de Star Trek. Si tu es amoureux de The Next Generation, de l'Enterprise D, c'est ton vaisseau que tu rêves depuis des années d'avoir une version officielle Lego avec tout l'équipage, tu vas en tirer énormément de plaisir. Tu vas voir les défauts, tu vas parfois tiquer sur la soucoupe ou sur le dessous, mais à chaque fois que tu passeras devant, tu vas ressentir ce petit truc au ventre que seul objet qui touche à ta nostalgie peut te donner. Si au contraire tu regardes ça plutôt avec des lunettes d'affole, pur et dur, en mode prix par pièce, finition, niveau détail par rapport à d'autres grosses maquettes du marché, tu vas forcément être plus dur. Il y a des sets Lego et même des modèles d'autres marques qui, à budget similaire, en font plus sur certains aspects, c'est clair. Moi, comment je le ressens, c'est comme ça. Ce set, ce n'est pas la reproduction parfaite de l'Enterprise D dont on rêve dans nos têtes, mais c'est la meilleure version officielle Lego qu'ils auraient pu faire avec ce modèle. Avec des choix très réussis, des compromis visibles et une énorme charge émotionnelle pour les fans. Et la vraie question au moment de sortir la CB, c'est est-ce que je veux que ce truc-là devienne la pièce maîtresse de mon coin Star Trek à la maison? Si la réponse est oui, tu sais déjà que tu vas craquer. Pop, 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 mais c'est pas fini. Il nous reste un truc que j'en avais parlé en tout début de vidéo, le GWP avec la navette. La navette est son personnage exclusif. On va se monter ça tout de suite très rapidos pour avoir un petit avis à chaud, même s'il a l'air ultra stylé. 3 sachets, un petit manuel et évidemment quelques stickers.
On va parler du petit JWP Star Trek, la navette type 15 Shuttlepod, et je te dis si ça vaut vraiment le coup de craquer pour l'Enterprise juste pour ça. Déjà c'est un cadeau, mais pas un polypack paresseux. 261 pièces, une vraie mini maquette à construire. Le design très anguleux colle parfaitement à la navette de Next Generation. Et là, les briques sont dans leur élément. C'est presque un Speed Champion de l'espace. Montage rapide, mais avec plein de petites techniques intelligentes pour l'avant incliné, les panneaux latéraux et les nacelles. Une fois terminée, posée sur la table, elle a vraiment une super gueule. Tu peux ouvrir les portes latérales, l'arrière, installer Rollaren dedans et t'inventer tes descentes sur les planètes. Là où le gros Enterprise est surtout une pièce d'expo, cette navette, elle, donne vraiment envie de jouer avec les minifigurines et de les envoyer en mission. Rollaren, justement, minifigurine exclusive, uniforme Starfleet bien imprimé, tête spécifique avec les détails Bajoran et le petit anneau à l'oreille. Si tu kiffes le perso ou que tu collectionnes les figurines de Next Generation, c'est typiquement le genre de bonus que tu vas vouloir sécuriser pendant la fenêtre promo. Les défauts, clairement, il y a une pluie de stickers. Marquage extérieur, nom Onizuka, écran Headcars à l'intérieur avec Warbird romulien et Stardate un peu bancal. Si tu détestes les autocollants, tu vas lever les yeux au ciel, mais sans ça, on n'aurait pas ce niveau de détail sur un si petit modèle. Mon avis après l'avoir monté, si tu prévoyais déjà l'Enterprise D pendant la période JWP, ce Shuttlepod, c'est le bonus qui rend l'achat beaucoup plus satisfaisant, presque indispensable. Si tu hésitais juste pour la navette, là c'est simple. Demande-toi à quel point ton cœur bat pour TNG. Et si la réponse est beaucoup trop, tu connais déjà la suite. Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, en tout cas que ça vous a donné envie ou pas en tout cas, de tester ce nouveau set Star Trek. En tout cas, ça a toujours été un super plaisir de le monter. Et mine de rien, malgré ces quelques défauts, je dois dire quand même que j'ai eu un petit truc au cœur d'histoire de monter ce set Star Trek. Ça faisait tellement des années qu'on en rêvait et que Lego l'a enfin fait. On croise les doigts que ça marche pour peut-être qu'on ait d'autres itérations de vaisseaux, ça serait cool. Ou alors en diorama, une reproduction de la passerelle de l'Enterprise D, ça serait juste incroyable. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui laisseront un petit like, qui s'abonneront, activeront la cloche ou qui laisseront un commentaire pour me donner votre avis sur ce set, ça m'intéresse beaucoup. Et bien sûr, un grand merci à ceux qui lâcheront le petit boost sous la vidéo YouTube à travers l'application YouTube sur smartphone. Malheureusement, ça ne marche pas sur PC. C'est vraiment que comme ça que YouTube après décide avec son algorithme de pousser la vidéo ou non. Donc un grand merci à ceux vraiment qui jouent le jeu à chaque fois, ça me fait extrêmement plaisir. C'était Mr Brick. En tout cas, Captain Brick, je vous donne rendez-vous très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!